à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. On est évidemment en direct aujourd'hui au programme de la musique, de l'énergie et des bébés. Au sommaire, Infugiassi, le dernier album de Latradio, c'est Thomas Pasquali et Jean-Laurent Luciani qui vont nous le présenter. Ils sont nos invités. Bonjour à vous. Faustina, bonjour. Vous allez nous parler de l'avènement du clip musical. Alors, vous allez nous parler du lancement de YouTube Music, vous allez passer par les clips qui ont révolutionné la réalisation et j'en passe. Exactement, vous avez tout dit, donc j'ai rien à rajouter. J'adore quand tout est dit, c'est parfait. Exactement ça. C'est parfait. Je n'ai pas besoin de faire la chronique. Non, vous n'allez pas vous défiler, vous restez là. Avec Francesco, direction Casamotte, à l'occasion de la semaine du développement durable, elle va nous parler des énergies renouvelables et en particulier du photovoltaïque. Enfin, à 13h, on ne naît pas parent, on le devient. Et oui, alors comment se préparer pour le jour J, le jour de l'accouchement, et puis aussi pour la suite de l'aventure? Réponse avec Marjorie Celli et Isabelle Churet. Si vous avez envie de leur poser des questions, vous nous appelez au numéro de téléphone qui est en train de s'afficher, ou alors vous nous écrivez sur Facebook, vous veillez. Tout à fait. Je vous donne du boulot, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Et puis Jean-Baptiste, bonjour Jean-Baptiste, vous allez nous dresser le portrait d'un poète contemporain. Voilà, Saverio Valentino, un talaveso. Alors tout de suite, on démarre la première partie d'INSEM, juste après le jingle. Messieurs, bonjour et bienvenue. Je vous l'avais dit, un programme très chargé, très éclectique, de l'énergie et de la musique. Thomas Pasquali à côté de moi, Jean-Laurent Luciani. Vous êtes tous les deux membres du groupe polyphonique Latradio. Latradio a 20 ans cette année. Joyeux anniversaire. Comment vous avez l'intention? C'est pas encore, ça va arriver. Ça va arriver. Alors comment vous allez fêter ça? On va fêter ça tout simplement dans la joie et la bonne humeur. Et on va tourner un petit peu aux quatre coins de l'île. Ah, vous n'allez pas rester entre vous allez partager ça avec le public quand même. On va partager ça avec le public, c'est pour ça, c'est la nature d'un groupe, c'est notre nature aussi. On aime partager ce qu'on fait avec les gens. Donc on va déjà se présenter au public pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, parce que ça peut arriver. Et pour ceux qui nous connaissent... On va faire une petite séance de rattrapage tout au long de l'émission. Et ceux qui nous connaissent, on partagera un moment avec eux, avec plein de belles choses à venir. Je vous le souhaite, en tout cas. Alors, vous êtes combien aujourd'hui à faire partie de l'aventure du groupe Latradio? Alors, aujourd'hui, on est 10 membres, chanteurs et musiciens, puisqu'on est assez polyvalent, donc assez éclectique dans sa composition. Même les musiciens ont un avantage à pouvoir... Alors, qui fait partie du groupe? Tous, tout le monde. Mais alors qui manque? Parce qu'on en a que deux. Tout le monde. Alors là, oui, là vous avez la partie musicien. Voilà, là nous sommes au complet. Là au complet, d'accord. Avec les musiciens chanteurs, évidemment. Voilà. Il y a Nicolas Pasquali au violon, le frère de Thomas. Arnaud Gabriel, il y a la guitare devant au premier plan. Vous avez Ange Panza aussi au violon. Et puis ensuite, il y a Sylvain Picot à la basse, qui est déjà passé dans l'émission. Exactement, et qu'on salue. Et Jean-Paul Maurice qui joue de la batterie. Et ensuite, il y a le reste des chanteurs, donc Philippe Antorange, Laurent Philippe, puis Francesco Luciani, Magugino, Thomas et moi-même. On a du mal à croire que le groupe a déjà 20 ans. Oui. Vous avez commencé à chanter très jeune. On a commencé jeune. C'est une aventure. On s'est pas projeté à l'époque avec Laurent Philippe, dont nous avons la responsabilité d'être les membres fondateurs. On s'était pas projeté du tout dans cette aventure qui allait perdurer jusqu'à aujourd'hui, donc bientôt 20 ans, dans quelques mois. En fait, tout simplement parce que on a vécu au travers les années et on avait cette envie, cette passion. Et quand on réunit tous ces éléments, au final, on ne voit pas le temps passer, ça avance jusqu'à la date butoir. Alors, on espère que ça va dépasser les 20 ans. Oui, oui, on vous le souhaite, bien évidemment. Comment il a évolué, le groupe? Comme tous les groupes, on est parti très jeune de la création. Nous étions lycéens. De suite, de base, évidemment, les parcours scolaires ont fait qu'il y a eu détachement de certains avec qui on est resté en très bon contact, puisqu'on est amis déjà, on se connaissait très jeunes, donc on a gardé des bons contacts. Et puis la deuxième évolution, les années fac. Et ensuite, l'arrivée pour nous, pour certains d'entre nous, dans le monde professionnel. Et puis, toujours cette envie aussi. Donc, au fur et à mesure des années, le groupe a évolué, a cherché sa place. Et je pense qu'aujourd'hui, on l'a trouvé. Alors, le dernier album, il est là. Hop.
Infuja, 12 titres, des polyphonies. Pourquoi vous avez choisi ce nom? Qu'est-ce que ça veut dire? Infuja, littéralement en Corse, ça veut dire s'empêtrer. Parce qu'on essaie toujours de rester, je dirais, vivant au milieu de la culture corse. Et justement, en Corse, on peut l'utiliser aussi pour dire toujours aller de l'avant malgré les difficultés. Donc voilà, comme le parcours du groupe est quand même semé d'embûches, comme dans tous les groupes. Voilà. Donc Infuja, c'est parce qu'on a toujours essayé de rester debout et d'aller vers l'avant. Alors ce que je vous propose de faire, c'est d'écouter un extrait. Oui. Allez, c'est parti. C'était chez notre ami Laurent Vitale Tout à fait. Ou live. Donc La Trague, c'est un titre qui... c'est un titre qui figure sur l'album. Tout à fait, d'ailleurs, qui est sorti, le titre Simugui, qui est sorti en avant-première. Qui était sorti en avant-première sur une compilation de Rigaud pour les 40 ans de Rigaud. Voilà. Et nous, on l'a fait ensuite sur cet album. Alors, vous avez à cœur, je cite, la transmission. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre? Transmission, déjà, la transmission de la langue, qui pour nous est un premier point. En étant une vitrine, un groupe culturel corse, on se doit d'être plus que parfait, puisqu'on va véhiculer quelque chose pour les générations à venir. On représente un groupement de personnes qui nous suivent. On voit sur Facebook, sur Instagram, tout ça. Donc on véhicule une image. Et cette image, pour nous, elle passe avant tout par la langue. Par cette langue, on va délivrer plusieurs messages. Et les messages que nous voulons, nous, apporter dans nos albums, ce sont des messages liés, bien sûr, à la Corse, aux Corses, le bassin socio-économique, le bassin culturel, tout ce qui fait que nous sommes Corses, notre identité corse. Et c'est pour ça aussi que nous avons choisi le titre Simugui. C'est vraiment un des titres qui va aussi nous représenter le plus. Alors vous véhiculez des messages à travers vos chansons, mais ça vous tient également à cœur d'être très présent à chaque fois que vous le pouvez lors de manifestations associatives. Ça, c'est vraiment très important pour vous. Oui, c'est très important pour nous parce que de plus en plus, on s'en aperçoit, on ne va pas se voiler la face, la vie commence à être difficile partout et en Corse aussi. Donc on a souvent participé aux actions caritatives comme les Restos du Cœur, entre autres, pour ne pas citer les autres, parce qu'on en a fait beaucoup. Oui, c'est vrai qu'on nous sollicite beaucoup à l'extérieur aussi. On nous sollicite, oui. Et puis, nous, de par notre passion, on aime aussi voyager, que ce soit en Corse, de venir sur Ajaccio, d'aller sur Porto Vecchio, d'aller sur la Balagne et sur le continent. Voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, de par aussi nos activités professionnelles, parce que nous ne sommes pas professionnels de la musique, donc c'est un peu aussi un exutoire pour nous de se libérer de ce que l'on fait au quotidien et justement d'apporter contribution quand on le peut. Alors, vous définiriez votre univers musical de quelle façon, messieurs? Compliqué, ça. C'est un peu compliqué. Bon, sur ce dernier album, on a travaillé sur les arrangements en essayant de toucher le maximum de personnes. C'est-à-dire qu'on vient tous d'univers différents au niveau de la musique. On a tous des goûts bien arrêtés, différents. Et donc, on a essayé de retranscrire ça, en fait, dans chacune des chansons de l'album. Donc, sur l'album, par exemple, on va voir de la rumba gitane, on va voir du pop rock. Oui, on essaye... On a un peu touché tout ce qui nous plaisait. On a essayé de toucher tout ce qui nous plaisait, parce que bon, comme on n'est pas des musiciens professionnels, donc on fait ça à notre niveau. Et voilà, donc notre univers musical, il se caractérise bien sûr par la base du chant corse, donc la polyphonie, mais on essaie d'y apporter de nouvelles ambiances et de l'ouverture, voilà, à travers nos différentes influences musicales. C'est comme ça aujourd'hui qu'on se démarque des autres groupes polyphoniques ? C'est-à-dire qu'on ne peut même pas trop parler de se démarquer parce qu'on a tous les mêmes racines.
quoi qu'il en soit, surtout pour des groupes de notre génération. On a baigné avec les groupes mythiques de Corse. Donc à un moment donné, c'est pas vouloir se démarquer vraiment dans le sens premier de se démarquer. En fait, nous, tout simplement, on réfléchit pas. Notre réflexion, elle est vraiment basée sur notre envie de faire de la musique et de poser ce socle de musique par rapport à ce que nous aimons faire. D'accord. Alors messieurs, on va poursuivre dans l'univers de la musique. Avec Faustine, vous allez nous parler du lancement de YouTube Musique et vous allez parler des clips également qui ont marqué un véritable tournant dans l'univers de la réalisation. Exactement. Alors, regardez la musique. Est-ce que ça vous parle? C'est ce que propose la grande plateforme de streaming qui lance donc sa branche musique face à Spotify, Apple Music et Deezer. Google retente sa chance avec donc YouTube Music. Le lancement a eu lieu le 22 mai aux États-Unis et dans 5 autres pays. Il arrivera bientôt en Europe. Pour $10, soit 8,50 €, on a accès à des millions de titres et de clips. Quel est le plus de cette offre? Un catalogue plus vaste et surtout beaucoup de vidéos live et de clips et une version playlist très affûtée qui s'appuiera à la fois sur l'historique et sur la géolocalisation. On pourra par exemple nous conseiller d'écouter la trad ou si on est à Corté ou ailleurs. Voilà. Aujourd'hui, un morceau est aussi pensé pour les images qu'il va générer. La télé a largement participé à cet événement, notamment avec le règne MTV qui au départ était beaucoup moins mainstream qu'aujourd'hui. Le 1er août 1981, MTV ouvre le bal. 24 heures sur 24 de la musique et des images. Savez-vous quel est le premier clip diffusé sur la chaîne? Non. Question piège. Non, presque. Ironie du sort. Video Kill de Radio Star des Buggles. Vous vous rappelez de ce morceau? Regardez quelques images. Ils avaient vu juste. Mais plus que du flux musical, la chaîne exerce un jeu beaucoup plus pervers. I want my MTV, disait Mark Knopfler dans Money for Nothing, et il voit juste lui aussi. La chaîne fabrique des stars et tout le monde veut voir sa tête à la télé, mais l'image musicale devient aussi une machine à cash avec de vraies productions ciné derrière. Jean-Baptiste en a parlé tout à l'heure. Oui, impossible de passer outre Thriller, clip le plus cher de l'histoire à l'époque, 900 000 €, oui, rien qui n'est rien aujourd'hui pour un clip. Ouais. Et le premier clip a scénarisé une chanson avec John Landis aux manettes. Donc bien plus qu'une voix de garage, de grands artistes et réalisateurs se mettent au clip. D'illustres inconnus deviennent même célèbres pour leur univers singulier et la voix du clip, comme celle de la pub, mène au long métrage. Michel Gondry est l'un d'entre eux. En compagnie de Björk, il crée le personnage d'Isobel que l'on retrouve dans plusieurs... Oui, j'aime beaucoup, c'est vrai. Qu'on retrouve dans plusieurs morceaux, dont Bachelorette, qui marque un peu le sommet de son art. Voici quelques images. On rêve un peu si vous pouviez choisir un réalisateur au hasard. Enfin, au hasard, non. Moi, Tarantino. Tant qu'à faire. La demande est lancée, Quentin. Voilà, on voit vraiment que le clip a fait évoluer la façon dont on consomme la musique. Et c'est ce que va, a priori, faire YouTube Music. Donc. Exactement. Et justement, on l'a compris, les clips parlent, mais les clips dénoncent aussi. Récemment, le clip de Childish Gambino, This Is America, est devenu viral sur Internet. Le racisme, les armes, la société de consommation. L'Amérique est passée au crible d'une Kalachnikov
Kalachnikov. Dansez les enfants, le pays se meurt. Résultat, 215 millions de vues sur YouTube. Et oui, dénoncer, ça rapporte. Et pour finir, parfois, un clip devient même indissociable de la chanson qu'il raconte. Le morceau se regarde comme un tableau, comme le rêve de toute une vie. Exemple magistral avec Hurt de Johnny Cash. Rare cas de reprise supérieure à l'original. Lui et sa femme June sont à la fin de leur vie. Ils le savent. Ils partiront quelques mois après le tournage du clip. Ceci n'est pas de la fiction. Ceci est un testament, le testament de toute une vie. Voilà, quelques images. C'est très beau. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end, and you could have it all. My empire of dirt. Qu'est-ce que vous mettriez, en images, si vous deviez faire un clip? Des images de notre terre, c'est obligatoire. Voilà. L'attachement fait que ça serait indissociable de nos chansons. D'accord. Merci beaucoup, Faustine, pour cette petite parenthèse clip et musique. Allez, je vous le disais, à l'occasion de la semaine du développement durable, elle va nous parler des énergies renouvelables. C'est Francesca, elle est en direct de Casamoz et elle va nous faire découvrir en particulier les panneaux photovoltaïques. Bonjour Francesca. Oui Célia, bonjour à tous. Alors effectivement, dans le cadre de la semaine du développement durable qui a commencé hier, nous avons voulu vous faire découvrir un projet ici en Corse, à côté de Bastia, à Casamoz. C'est la ferme photovoltaïque du Durone, qui est une nouvelle ferme implantée il y a 3 mois, donc elle est toute jeune. Pour nous en parler, Alexandre Duflan qui est ingénieur. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors Alexandre, cette ferme est implantée ici, c'était un ancien terrain agricole, à peu près 9 hectares. Il y a combien de panneaux ? Donc il y a un peu plus de 10 000 panneaux, donc ça fait une puissance installée de 5 MW crête. Et on a aussi une unité de stockage de 10 MWh. Alors ça représente quoi à l'heure 10 MWh? Ça fournit de l'électricité pour combien de foyers? Ça alimente les foyers en combien d'électricité? Alors on peut fournir donc en électricité entre 1500 et 2000 foyers, donc ça correspond à environ 70% de Corté, ou à titre d'équivalence Sartène plus les communes des alentours. On peut aussi alimenter 10% de Bastia et aux alentours de 7% d'Ajaccio. Vous avez un partenariat avec EDF, bien entendu, vous revendez l'électricité à EDF. Le particulier s'y retrouve en termes de coût à la fin ou pas? Alors il faut voir plutôt un bénéfice sur le long terme, parce que sur le court terme, le prix de l'électricité ne va pas baisser, malgré le fait que les coûts de production pour une centrale photovoltaïque avec stockage soient plus faibles qu'un moyen thermique. Vous avez répondu à un appel d'offres. C'est la commission de réglementation de l'énergie qui en fait des appels d'offres, émet des appels d'offres de manière à ce que s'implante de plus en plus ce genre de projet. Comment ça s'est passé pour vous ? Donc il y a la CRE, donc la commission de régulation de l'énergie, qui va émettre donc des appels d'offres. Et donc on y répond en proposant donc un projet et le lauréat peut construire sa centrale. Alors on voit quand même que 9 hectares c'est pas mal, c'est quand même grand. Il y a quand même une petite pollution visuelle. Est-ce qu'on peut lutter contre ça ou pas ? Alors il faut quand même savoir qu'on travaille avec les services de l'État. On passe quand même par un permis de construire qui est quand même très restrictif. On passe par des enquêtes environnementales, des études d'impact environnemental très strictes, une enquête publique qui sont menées. On travaille avec l'ADREAL et la DDTM qui nous donnent un peu des conseils pour essayer de limiter l'impact visuel. Donc là, cette centrale, là, toute jeune, on l'a dit, est implantée un petit peu en contrebas de la route. Elle est un petit peu encaissée. Également, il y a un intérêt économique pour les communes. Lequel ? Alors les communes vont toucher une taxe sur ces centrales. Par exemple, cette commune va toucher 35 000 € par an. On peut aussi générer une économie locale parce qu'on va avoir besoin de prestataires pour réaliser notamment le débroussaillage, le nettoyage des panneaux. Puis il y a un berger, je crois, qui est implanté ici. On a aussi installé un berger, c'est un puisse installé. On a construit sa bergerie pour qu'il puisse travailler. Et on va bientôt installer des ruches aussi. Alors le but, c'est qu'il y ait une synergie entre ce genre de projet qui est quand même imposant et puis également la nature. Donc les abeilles, les brebis, tout ça, ça peut très bien vivre ensemble. Oui, tout le monde s'y retrouve, oui. Pour l'avenir, cette centrale donc a une durée de 30 ans, je crois, comme bon nombre de centrales. Comment on la démantèle? Qu'est-ce qui se passe après quand elle est plus valable? On retire les panneaux, on retire tout et on redonne tout au constructeur qui les recycle. Et le recyclage, c'est quoi? On recycle les panneaux, après ils sont réutilisés dans d'autres panneaux, par exemple. Est-ce que le terrain sera toujours viable ici? Est-ce qu'on pourra toujours l'exploiter ensuite? Ah oui, totalement, oui. Oui. Ce sont juste des pieux qui sont enfoncés dans le sol, on les retire et c'est terminé.
Qu'est-ce que vous diriez comme message pour éventuellement pour l'avenir et pour l'avenir du développement durable? Est-ce que vous auriez un message à émettre, à donner aux téléspectateurs qui nous regardent? Que les conditions actuelles font que le solaire photovoltaïque est mené à se développer grandement et qui n'est pas du tout utopique de penser qu'on puisse alimenter 80 à 90% de la Corse avec du solaire photovoltaïque avec stockage. Puis avec le beau soleil qu'on a, c'est vrai que ce serait dommage de s'en priver. Et juste un petit mot pour terminer, vous sortez de la fac de Corté, hein, vous avez fait quoi exactement pour les téléspectateurs, les jeunes téléspectateurs qui nous regardent? J'ai fait l'école d'ingénieur Paolitech qui forme des étudiants, des ingénieurs en énergétique, en énergie renouvelable. Eh ben voilà, on a tout compris. Ici en Corse, on peut travailler dans ce domaine. C'est même un domaine d'avenir, ça peut faire des émules. Voilà, je vous laisse à Ajaccio et puis moi je vous dis à très bientôt et surtout toute cette semaine, pensez développement durable. Ciao. Au revoir. Ciao, ciao. Merci beaucoup, Francesque. Peut-être une idée pour vous, Jean-Baptiste, pour la suite à l'université. Mais justement, on va poursuivre avec vous. Saveriu Valentin, c'est un auteur et un metteur en scène, acteur de la période du Riacuisto. Et c'est le portrait que vous avez décidé de nous dresser juste après le jingle. Voilà. Donc on va dire parlare di suo poeta, soprattutto Madino l'autore di pezzi di teatro, come ti dico. Saverio Valentin, un poeta che mi piace più che l'altro e di cui non parliamo mica abbastanza, secondo me. Originario di Sarà di Fari, in Dotaro, suo personaggio emblematico di Riacuisto ha fatto uso di Asopiu, ma per difendere la cultura gorsa e denunciare certi facci sociali all'epoca. Ha scritto i suoi primi testi negli anni 70 in un contesto politico e culturale che conosciamo tutti. I suoi testi duri inviati nel suo libro Corsi Nazioni e sono stati ripresi nell'album di Canta al Popolo Gorso, ma di non scritto per i Boccia Gravon, Cinquiso e ne passo. Un scrittore di poesie e di canzoni, ma di no di pezzi di teatro. A un lato di Domenico Tognocchi, che penso conoscete, ha dirigiato teatro paesano tra gli anni 70 e 80 e sono pezzi di teatro militanti che andavano a cercare i sorgenti nella storia di Corsica. E infatti era un teatro che ha palesato certi parti della nostra storia che non erano mica diti. Ma per parlare di qualcosa di più attuale, a livello di teatro, qualche mese in diretto Savero Valentin ha messo in scena un testo, L'indomita donna di Renato Cotti, un altro grande scrittore televisivo, e sapete mette in lume la cultura paesana corsa, che usa rapporta a tare tutto ciò che tocca sta fare, infatti. Ma prima di compia mi piacerebbe di arrivare in bellezza a forza di sua scrittura e mi piacerebbe di leggere un diso poema. A te pretendo si chiama. Dimmela tu, uomo di Attara, tu radica nudata, dimmela, o faro di sottomissione che pesa ancora da te. Tu che hai gampato, forti, come una pietra bianca, povero come povera è la miseria, muto come il povero è muto, ma gorzo come il gorzo ne più. Dimmela tu, uomo di Attara, causa di Amelotta, dimmela. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, pour ce très joli poème et ce bel hommage. Allez, je vous sentais ému dans la lecture de Jean-Baptiste. Oui, parce que en plus, c'était un texte qu'on avait choisi à un moment donné en ouverture de spectacle. C'est vrai? Du groupe. Il est merveilleux. On a gardé cette ouverture pendant au moins 3-4 ans. Alors, qui sait, peut-être pour les 20 ans, hein, au mois d'octobre, pour fêter les 20 ans donc, du groupe. Pourquoi pas, peut-être du coup en live. Anniversaire, on ne sait jamais. Qu'est-ce qui écrit les musiques et les textes, justement, dans le groupe? Nous sommes rapprochés de pas mal d'auteurs, pas mal de plumes, des belles plumes corses. Il y a eu beaucoup de collaborations. Beaucoup de collaborations, oui. Oui, au niveau de l'écriture, on laisse place à ceux qui savent le faire. Nous, on est plus tournés vers la composition, les arrangements, mais on aime bien aussi ce travail de collaboration. Alors, allez, un exemple, une qui vous a marqué. Elles nous ont plus ou moins toutes marquées. On a eu d'étroites collaborations de par nos affinités déjà personnelles. Sonia Moretti, malheureusement Diante Ramuro qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, mais avec qui nous avons tissé des liens assez étroits. Des personnes comme de la jeunesse, Tito Limongi, Gianfederico Terrazzoni, Jean-Yves Aquaviva. C'est le niveau quand même. Oui. Bon, Jacques Fouzine, qu'on connaît aussi très bien. Et puis la musique, c'est vous, vraiment. Le côté musical,
C'est l'arrangement, c'est le Vous en avez parlé tout à l'heure. C'est vraiment un mélange de sonorités. Vous arrivez à brasser différentes cultures, mais vous avez des goûts qui sont quand même différents. Comment est-ce qu'on fait pour mixer, si je puis dire, le chant traditionnel corse, la polyphonie, avec vos goûts qui sont pas forcément tout de suite évidents, hein. Ah non, c'est tout. En fait, c'est tout le travail difficile de l'arrangement musical. C'est-à-dire que on peut pas surcharger une chanson lorsqu'on sait qu'on va avoir plusieurs voix polyphoniques derrière. Voilà, c'est tout l'arrangement, toute la difficulté, elle est là. Et c'est ce qu'on essaye de faire maintenant. C'est-à-dire qu'avant la Trad, c'est vrai que c'était plus un groupe polyphonique avec des musiciens extérieurs qui venaient. Sur cet album-là, il y a eu un changement qui s'est opéré avec vraiment des musiciens qui étaient impliqués véritablement dans les arrangements du groupe et dans la vie du groupe. Quel type de musique, rappelez-nous? Il y a un peu de tout. Il y a du pop rock, il y a de la rumba gitane. La rumba gitane. Oui. J'adore. C'est un peu notre style à nous. C'est c'est comment on va définir nous notre rumba gitane. Voilà, allez, on terminera avec le nom du groupe, la Trad. Pourquoi ce nom? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Alors, la Trad, c'est le coucher de soleil en français. Alors pourquoi la Trad à la base? Alors bon, c'est Thomas qui a créé le groupe avec Laurent Philippe et bien d'autres à l'époque. Parce que c'est à la Trad que les hommes et les étudiants se libèrent en fait de leur journée de dur labeur. Donc c'était pour rappeler ces moments-là. Et aussi parce que bon, ça dépend des principes philosophiques de chacun, mais chaque coucher de soleil amène une nouvelle aube. Donc, on terminera avec cette très jolie formule. Merci infiniment à tous les deux d'être venus représenter le groupe en plateau. La Trad du 20 ans, ce sera au mois d'octobre. À suivre, on ne naît pas parent, on le devient. Hein, on va parler du jour J, la préparation à l'accouchement et puis les jours qui suivent. Ce sera avec Marjorie Chelli et Isabelle Churet. Ce sera juste après le flash de 13h qui est présenté par Stéphane Ouchiati. À tout de suite.